Vous êtes sur mute. Bon. D'accord. Bon, désolé. Alors, merci à tous d'être là. Bienvenue à notre conférence d'aujourd'hui du Centre de recherche du CHUM, qui sera donnée aujourd'hui par le docteur Fred Saad. On remercie en premier lieu le docteur Saad de sortir de ses vacances pour venir nous présenter le fruit de ses travaux sur 25 ans de recherche en cancer de la prostate. Comment être bref en présentant le docteur Saad? Difficile, mais je vais essayer de faire de mon mieux. On va commencer par le début. Dr Saad a eu sa formation clinique en médecine et en urologie dans la décennie 1980-90 à l'Université de Montréal. Là, par la suite, migré vers le nord à l'Université Laval à Québec pour 2 ans de formation en fellow en urologie, oncologie. Présentement, il est évidemment au sommet de la hiérarchie à l'Université de Montréal et au CHUM. Il est professeur titulaire au département de chirurgie de l'Université de Montréal, à la faculté de médecine. Il est chef d'urologie et directeur d'oncologie au CHUM. Il est titulaire de la chaire Raymond Garneau en recherche sur le cancer de la prostate de l'Institut cancer de Montréal du CHUM. Depuis 1992, dès ses débuts, Dr Saad a été un des premiers, un des pionniers laboratoires de recherche fondamentale consacrés à la recherche sur le cancer de la prostate. Il a créé une des premières biobanques en cancer de la prostate qui compte aujourd'hui plus de 4000 patients, ce qui a permis d'offrir une plateforme aux jeunes chercheurs qui débutaient dans ce domaine. Il a participé activement à plus de 100 essais cliniques à travers sa carrière. Il est encore impliqué dans 9 de ces essais cliniques-là avec des rôles importants de leadership. Il a reçu un très grand nombre de prix et distinctions. Je pourrais passer certainement une demi-heure simplement à les nommer. Nommer peut-être les plus récents, il a eu un prix de reconnaissance de carrière exceptionnelle à l'Université de Montréal et il a été nommé récemment Chevalier de l'Ordre national du Québec, qui est, comme vous le savez, la plus haute distinction accordée par le gouvernement du Québec. Il a également, vers les patients, il a écrit un livre, Comprendre le cancer de la prostate, donc un livre qui est très, très utilisé pour aider les patients à gérer et à comprendre la maladie, pour lequel il y a plus de 250 000 copies qui ont été imprimées. Maintenant, comme scientifique, comme clinicien, il a plus de 600 articles publiés. J'ai bien dit 600, ce qui est quand même énorme, et un très grand nombre dans les revues les plus prestigieuses qu'on peut penser au niveau clinique et scientifique. Je ne sais pas combien de papiers il a dans le New England Journal of Medicine, c'est assez remarquable, et en particulier cette année, en l'espace de quelques semaines, il en a publié 3 back-to-back des New England Journal of Medicine, ce qui est quand même absolument renversant. Et il a un des plus hauts H-index possibles dans la Voie lactée, qui est un H-index de 122. C'est un chiffre, mais c'est un chiffre qui illustre de façon absolument magistrale l'impact et les citations auprès de son travail scientifique et clinique. Donc, en conséquence, il a dirigé des travaux de recherche clinique qui ont changé la pratique clinique. On peut certainement considérer qu'un patient aujourd'hui, n'importe où dans le monde, qui se présente dans une clinique avec un cancer de la prostate, c'est très, très probable que les décisions cliniques qui vont être prises pour ce patient ont été influencées par le travail de Dr Saad. Donc, je vais laisser le podium virtuel à Dr Saad, mais avant, je vous demande, s'il vous plaît, de fermer vos microphones et vos caméras et n'hésitez pas à écrire vos questions dans la section « Converser » dans Zoom. Donc, à la fin, je vais pouvoir prendre vos questions dans l'ordre ou peut-être vous donner le micro si vous souhaitez les poser. Donc, sur ça, j'arrête ici et je suis très, très, très heureux et fier de vous présenter Dr Saad. Je vous laisse le podium. C'est vraiment extrêmement gentil, Régent. Là. C'est même un peu exagéré, mais c'est très apprécié les beaux mots que vous avez dit. Et merci beaucoup de l'invitation de venir parler au CHUM. Je pense que la dernière fois, ça fait 6 ou 7 ans où il y avait déjà beaucoup de choses à parler. Et heureusement, je peux dire qu'il y a encore plus aujourd'hui qu'il y a 6-7 ans à discuter. Alors, je trouve ça malheureux qu'on ne peut pas se voir en personne et de pouvoir échanger, mais c'est la nouvelle réalité, malheureusement. Comme conflit d'intérêt, je veux juste dire que je travaille avec beaucoup de compagnies comme consultant pour aider à élaborer des protocoles de recherche et
on a eu des fonds pour la recherche de plusieurs compagnies et ça va à l'institution. Je vais commencer très brièvement parce que quand on dit prostate, des fois c'est un organe qui est mal connu, qui est associé avec plusieurs bonnes ou mauvaises distinctions, mais la prostate est vraiment un organe qui fait simplement produire un liquide qui accompagne le sperme pour être capable d'avoir des enfants. Mais après ça, malheureusement, c'est plus une nuisance qu'une utilité. Elle grossit, elle donne des problèmes à uriner en vieillissant. Avec les années, les risques de cancer augmentent. Et c'est d'ailleurs le facteur de risque principal du cancer de la prostate, c'est le vieillissement. Et les hommes sont extrêmement à haut risque de développer un cancer de la prostate, surtout dans les pays où la survie est longue, comme au Canada. Et au Canada, on se retrouve avec à peu près 24 000 nouveaux cas par année de cancer de la prostate, en grande partie à cause de la longévité des hommes et grâce au dépistage. Mais si c'était juste fréquent, mais que ça n'emportait pas les patients, ça ne serait pas une maladie importante, mais malheureusement, elle se trouve toujours en deuxième ou troisième rang en termes de mortalité chez les hommes à chaque année. Et c'est assez stable, tandis que le cancer du poumon, qui est encore le tueur numéro 1, est en déclin rapide parce qu'on sait comment on peut le prévenir, mais pas pour le cancer de la prostate. Alors, juste 2 mots sur la prévention, parce qu'il se dit toutes sortes d'affaires sur le cancer de la prostate. C'est une industrie de quelques milliards de dollars par année de vente de toutes sortes de produits pour aider la prostate. Il y a une obsession dans la société de faire tout ce qui se dit. Mais malheureusement, dans la réalité, il n'y a pas vraiment d'études qui a clairement montré qu'on peut prévenir le cancer de la prostate. Il y a eu même des études avec la vitamine E, le sélénium, subventionnées par le NIH parce que c'était tellement intriguant les données indirectes. Mais au contraire, au lieu de prévenir le cancer de la prostate, le risque a carrément augmenté en utilisant des suppléments de vitamine E et sélénium. Alors, c'est complètement contre-indiqué de faire ça pour essayer de prévenir. La vitamine D ne semble pas néfaste, mais pourrait même avoir un certain bénéfice pour le cancer de la prostate, comme pour plusieurs autres cancers. Et les autres éléments qui sont intrigants, le soy, les tomates, le thé vert, c'est absolument pas concluant, mais il ne semble pas avoir vraiment un danger d'en prendre en modération. Très brièvement, parce qu'ici, ce n'est pas un cours, mais comment on fait le diagnostic, il y a beaucoup de gens qui ont un intérêt direct ou indirect, parce que la prostate, malheureusement, est assez prévalent, les problèmes. Mais le toucher rectal, le prise de sang avec le PSA, le Prostate Specific Antigen, c'est les 2 éléments qui nous permettent de savoir si un patient est à faible risque ou à haut risque d'avoir un cancer de la prostate. Mais ultimement, c'est l'échographie et la biopsie qui confirment la présence de cancer de la prostate. Et une fois que le cancer est diagnostiqué, il est gradé par nos pathologistes. Et d'ailleurs, je veux souligner qu'on a parmi les meilleurs pathologistes au monde en prostate. On a 3 dédiés. Et vraiment, ça nous rend un des centres les plus doués en expertise pathologique qui est essentiel pour bien traiter cette maladie. Le défi qu'on a, c'est que malgré les meilleurs pathologistes au monde, au microscope, on a des cancers qui se ressemblent étonnamment lors du diagnostic, mais malheureusement, on a des patients qui vont décéder, même si c'est au microscope, au diagnostic, ils ressemblent presque identiques au cancer qui a été guéri et que le patient est vivant 20 ans plus tard. Alors, il y a vraiment un défi d'essayer de savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'un cancer peut rester latent ou presque bénin à l'intérieur d'un cancer, et tandis qu'un autre peut se développer et devenir agressif, métastatique et causer le décès des patients. Parce qu'en passant, quand on fait des autopsies à des hommes passés 80 ans, on trouve à peu près 80% des hommes avec des foyers de cancer dans leur prostate. Alors, c'est quasiment
une progression normale du vieillissement de développer des cellules cancéreuses dans la prostate, mais des cellules cancéreuses qui deviennent agressives et qui causent la mortalité, et c'est la minorité des cancers. Et ce qu'on voudrait, c'est naturellement essayer de savoir qu'est-ce qui sont les phénomènes qui amènent à ce qu'un cancer ou un pré-cancer devient agressif ou non. Et ça, c'est vraiment à l'aide de biomarqueurs dans laquelle on a plus que 30 projets en cours ou qui terminent chez nous au CRCHUM et en collaboration avec d'autres pas mal à travers le monde. Alors, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour réussir en recherche? J'ai mis un peu comme une vente de maison, location, 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 mais c'est vraiment collaboration, collaboration, collaboration. Sans collaboration, c'est impossible de réussir. L'histoire d'avoir quelqu'un qui peut réussir tout seul, je pense que ça n'a jamais existé, ou si ça a existé, c'est complètement dépassé de nos jours. Alors, on a un historique d'étudiants absolument brillants qui ont passé au labo et qui en ont encore actuellement au labo. On a des assistants de recherche, des associés de recherche, et tout ce beau monde-là contribue, incluant des chercheurs établis qui collaborent avec nous, soit à la co-direction des étudiants, soit à aider dans des projets spécifiques et même collaborer en utilisant la biobanque qui a été mentionnée par Régent. Et au centre de tout ça, c'est il y a presque 30 ans, j'ai rencontré cette madame au milieu qui s'appelle Anne-Marie Mesmasson et on était les deux passionnés dans des modèles totalement différents, mais on a réalisé que nos intérêts se ressemblaient beaucoup et comme on dit, and the rest is history. En termes de recherche fondamentale transgénérationnelle sur le cancer de la prostate au CRCHUM, quand je suis revenu de fellowship, il y avait vraiment un besoin de développer des biomarqueurs de pronostic et aussi de chercher des moyens à prédire la réponse thérapeutique, parce que c'est beau d'avoir des bons médicaments. Si on pouvait prédire d'avance la réponse thérapeutique, ça nous sauverait des fois du temps et de la toxicité de médicaments et nous permettrait peut-être de passer à des thérapies plus aptes pour certains patients. Et on avait aussi un intérêt à développer et évaluer des traitements innovateurs. Alors, une des exemples, et je vais être relativement bref sur chaque affaire, mais un de mes objectifs quand j'ai préparé cette présentation, c'est de dire qu'on est ouvert à la collaboration et des fois, c'est des collaborateurs qui ne se voient pas nécessairement intéressés dans le cancer de la prostate, mais qu'on réalise qu'on a des intérêts qui peuvent aider tout le monde. Alors ici, ça, c'est une collaboration transcanadienne dans 6 des centres d'excellence au Canada en cancer de la prostate qu'on a été le leader grâce à un octroi du Terry Fox. Ils ont investi à peu près 4,5 millions pour élaborer ce consortium, ce network canadien pour mettre ensemble les données, les tissus, les suivis des patients à travers les 6 centres au Canada et l'expertise surtout dans ces 6 centres. Et le Canada est probablement une des forces qu'on a, c'est qu'on cherche à collaborer plutôt que compétitionner. Et ça, c'est un exemple qui est excellent. Et je vous donne juste un aperçu. Il y a à peu près 2000 patients, 1500 cas de cancer de la prostate opérés dans cette biobanque avec des suivis de maintenant clairement au-dessus de 10 ans de suivi. Alors, on sait qu'est-ce qui est arrivé à ces patients-là et c'est d'où l'intérêt d'avoir des biomarqueurs qu'on utilise sur les tissus au diagnostic et lors de l'opération pour essayer de prédire qu'est-ce qui serait arrivé en sachant qu'est-ce qui est réellement arrivé. Ça a permis à ce que plusieurs autres chercheurs puissent avoir accès à cette richesse
Et actuellement, il y a environ 40 biomarqueurs qui sont évalués. Et celle qui gère ce projet avec un main de maître, c'est Véronique Ouellette, qui a sa photo ici. Et ça a permis aussi d'être compétitif et de jouer un rôle de leadership dans plusieurs autres initiatives nationales ou internationales grâce à cette force. On a une étudiante au PhD, Sylvie, que vous voyez ici, qui a travaillé très fort à mettre au point l'analyse multimarqueur en immunofluorescence pour essayer d'utiliser des marqueurs qui peuvent se compléter en même temps sur les tissus. Et c'est surtout avec des TMA, des Tissue Microarray, et elle peut les quantifier et faire des analyses d'images digitales pour l'expression des biomarqueurs. Et par la suite, en utilisant les données cliniques avec l'historique des patients, savoir l'utilité d'un biomarqueur seul en combinaison avec d'autres. Et voici des exemples d'un RBB, les membres de la famille RBB qui a été testé ici et qu'on voyait clairement des différences entre les cellules cancéreuses et les cellules bénignes et le stroma. Et ceci a été extrêmement informateur, et même les cellules adjacentes au cancer. Et ça a permis d'établir des sortes d'algorithmes de prédiction en combinant plusieurs facteurs ensemble, juste à l'intérieur de la famille de RBB, pour avoir des prédictions du outcome des patients sur les années suivant leur traitement. Et chose intéressante, c'est qu'il y a même des marqueurs qui nous aident, même en regardant le tissu sain à l'intérieur d'un patient, chez un patient avec un cancer de la prostate, de prédire ce qui va arriver en termes de rechute de la maladie. La raison que ceci peut être extrêmement intéressant, c'est que quand on fait des biopsies que je vous ai parlé au début, malheureusement, des fois, les cancers sont relativement petits et on passe à côté du cancer. Alors, on cherche continuellement à trouver moyen à ce que le micro-environnement soit informatif de ce qui se passe au sein du cancer à travers la prostate. Parce que des fois, on peut frapper un cancer qui se trouve à un endroit, qui n'a pas l'air très méchant, mais qui a une autre partie qui est plus agressive ailleurs dans la prostate qu'on aurait pu manquer. Alors, le micro-environnement, on pense, est extrêmement important en prostate. Alors, Kayla, ici, que vous voyez, Kayla Simon, travaille très fort depuis des années. Elle aussi complète son PhD à développer une technologie avec la collaboration de la Polytechnique pour tester directement des agents thérapeutiques sur des échantillons de patients. Ça se fait avec le cancer de l'ovaire et d'autres cancers, et l'ovaire est clairement en avance sur le cancer de la prostate. Mais cette plateforme permet de mettre le tissu primaire en petits morceaux microdisséqués et par la suite combiner le tissu avec des agents thérapeutiques pour essayer de savoir est-ce que le cancer va résister ou être sensible au traitement qu'on voudrait donner aux patients. Et ça se fait beaucoup plus vite que d'établir des modèles animaux sur lesquels il faudrait laisser pousser la tumeur qui prend plusieurs semaines. Ici, ça se fait en question d'heures et jours pour être capable de tout faire ça et d'avoir une réponse prédictive dans le temps que le clinicien aurait besoin. Juste un exemple ici sur la capacité de pouvoir voir un peu la réponse thérapeutique à un des médicaments qu'on utilise en cancer de la prostate, la chimiothérapie docetaxel. Un autre étudiant au PhD, Maxime, qui travaille pour essayer de comprendre pourquoi les inhibiteurs de PARP finissent par échouer, qu'est-ce qui joue dans la résistance des inhibiteurs de PARP. Ceux qui connaissent un peu le domaine savent qu'il y a beaucoup d'engouement
pour ces inhibiteurs dans le traitement du cancer. Et il est très intéressé et il travaille très fort en autophagie, qui est vraiment un domaine fascinant. Et ce qu'il a pu démontrer, c'est que le niveau basal d'autophagie affecte la sensibilité du tissu à l'olaparib et ça a été démontré de façon très élégante et on voit de publications ces données qui sont assez extraordinaires et qui devraient nous aider en clinique de faire encore mieux que ce qu'on fait actuellement. On a un postdoc, Amine, qui travaille très fort dans un domaine qui est très intéressant dans le cancer de la prostate. C'est le rôle des acides, des acides gras dans la synthèse et la survie des cancers. Parce qu'on sait que les cancers les plus agressifs réussissent à synthétiser leurs propres acides gras pour pouvoir se nourrir, créer des androgènes qui ont besoin même quand on les castre. Alors, c'est la compréhension de comment ça se passe. Amine travaille là-dessus depuis longtemps. Il complète son postdoc bientôt. Et un des médicaments qu'on utilise, je vais revenir dans la partie clinique, enzalutamide, c'est un des meilleurs médicaments qu'on a, mais les patients aussi développent des résistances à cette médication-là. Et Amine a démontré de façon très élégante qu'on peut améliorer la sensibilité à cette médication et garder les tumeurs sous contrôle plus longtemps avec l'inhibition du DNL qui joue un rôle dans la synthèse des acides gras. En collaboration avec Marc Prenky, qui a justement un exemple d'une enzyme et d'une recherche qu'il fait en diabète et dans d'autres domaines, mais qui a un intérêt en cancer et qui est lié au projet d'Amine et qu'on a testé dans nos cohortes de biobanque. Et cette expression élevée de G3PP a vraiment une valeur prédictive, à savoir la récidive après traitement, prédire aussi le risque de développer des métastases osseuses, qui est le site le prédominant des métastases à distance, et même quelque chose qui est très rare, aller jusqu'à aider à prédire le risque de mortalité de cancer de la prostate avec une évolution qui est d'habitude très longue avant que les patients meurent de cancer de la prostate. Alors, on continue ces collaborations-là pour mieux comprendre le rôle mécanistique. Une autre étudiante au PhD, Sophie, qui travaille sur IKK epsilon dans les cancers les plus agressifs, les cancers résistants à la castration et comment ils peuvent causer la sénescence et de l'instabilité génomique. Et elle a fait des expériences absolument élégantes à montrer qu'en visant le IKK epsilon, on peut vraiment avoir un effet très prometteur pour les lignées cellulaires et avec des inhibiteurs, on peut induire la sénescence chez les patients chez les cellules résistant à la castration et induire des dommages à l'ADN. Et in vivo, elle a montré encore les mêmes choses. Et ça amène la possibilité de faire des combinaisons de traitements pour essayer de faire en sorte que les patients répondent plus longtemps. Parce que malheureusement, dans l'état où on parle de résistance à la castration, on guérit personne quand ils sont rendus à cette étape de leur maladie et on cherche à chroniciser une maladie mortelle. Et avec ces outils que je vous ai montrés, on espère être capable de faire plus que ce qu'on fait actuellement. Et voici un des exemples de jeunes chercheuses, peut-être se considèrent moins jeunes maintenant, parce que ça fait quelques années que Dominique Trudel est là, mais c'est une de nos uropathologiste, mais il y a aussi un dévouement à la recherche qui est extraordinaire, et vous l'avez vu plusieurs fois aux nouvelles dernièrement avec des travaux qui étaient extraordinaires sur
des trouvailles pathologiques et de lier ça avec le sort des patients. En collaborant ensemble, Dominique a accès à toutes les biobanques et aide maintenant à le rendre encore plus riche. Et ces études, vous allez entendre parler beaucoup plus le 6 novembre quand elle va vous en parler elle-même de la valeur de ces trouvailles de carcinome intracanalaire de la prostate. Je vais changer de direction pour les prochaines minutes. C'est sûr que le survol que je vous ai donné est extrêmement rapide et je m'excuse à mes étudiants si je ne fais pas justice aux années de travail qu'ils ont fait, mais je voulais surtout donner un aperçu et encourager les gens qui veulent par la suite venir nous parler, ont des idées, qui voudraient collaborer, ça nous ferait plaisir. Là, je vais parler de la recherche clinique. Et je mets recherche entre parenthèses parce que pour moi, personnellement, et depuis mon arrivée, je trouve que la recherche devrait être intégralement liée à la clinique. Et c'est personnellement, l'excellence en clinique passe par la recherche. Et je pense qu'à répétition, on voit les données que les centres qui font activement de la recherche, même quand un patient n'a pas un protocole de recherche est disponible, les survies des patients est meilleure. Il y a une rigueur qui s'installe quand on fait de la recherche, il y a une pensée, il y a une logique, il y a un suivi qui est établi parce qu'on apprend de la recherche comment faire le mieux en termes de suivi de cancer. Alors, pour moi, ils sont intimement liés et il n'y a pas un patient qu'on voit à la clinique qu'on ne se pose pas, premièrement, la question, quel protocole serait utile pour ce patient-là? Alors, la question n'est pas est-ce qu'un patient est éligible pour un protocole, mais pourquoi le patient n'est pas éligible? Il faut que je me justifie et que je demande aux autres de me justifier pourquoi un patient n'est pas dans un protocole de recherche. Et si c'est parce qu'on ne l'a pas pour une question importante, il faut aller la chercher. Alors, je vous résume brièvement les états. On parle des stades de cancer de la prostate, mais vraiment, on voit ça beaucoup plus comme des états ou des clinical states de cancer de la prostate. On a les cancers localisés qui vont d'habitude très bien aller, même si on ne les guérit pas, parce que c'est tellement long avant de mourir. On a des patients qui ont des rechutes après traitement ou qui arrivent avec des métastases. Et après ça, on a les patients résistants à la castration. Alors ça, c'est un patient qui a eu de l'hormonothérapie et que malheureusement, malgré la castration, le cancer progresse. Et c'est là où les gens vont mourir de cancer de la prostate. Tant qu'on n'est pas résistant à la castration, on meurt avec le cancer de la prostate, mais on ne meurt pas à cause du cancer de la prostate. Et c'est malheureusement une maladie extrêmement souffrante avant de mourir à cause que dans plus que 90-95% des cas, c'est les métastases osseuses qui vont être présentes et qui vont emporter le patient. 2 mots sur l'hormonothérapie. C'est vraiment la base du traitement du cancer avancé en cancer de la prostate. Et le seul prix Nobel en urologie est allé à ce monsieur, M. Huggins, qui est un urologue né au Canada. Alors, on aime ça dire que c'est un Canadien qui a découvert l'importance de l'hormonothérapie, mais il a fait ses découvertes à Chicago, mais ça, c'est secondaire. Mais on a démontré dans les années 40 que le cancer de la prostate était hormonosensible. Et si on enlevait les testicules ou on donnait des estrogènes, on avait une résolution parfois spectaculaire des symptômes et des métastases de cancer de la prostate. Et plusieurs années plus tard, on a réalisé qu'on peut faire exactement la même chose en bloquant la production de l'hypophyse de la LH pour causer une castration chimique. Mais même quand il a donné son discours, quand il a reçu son prix Nobel, il a réalisé que malheureusement, même si on a des résultats spectaculaires immédiats et à court terme, les patients finissent par résister à la castration et ils finissent par mourir. Et
malgré le fait qu'il résiste à la castration, le récepteur d'androgène, et en passant, quand on parle de médecine personnalisée et qui vise de façon spécifique une partie du cancer, le cancer de la prostate est un des exemples. Depuis longtemps, on sait qu'on a un target qui est le récepteur d'androgène qui est extrêmement efficace dans à peu près 95% des patients. Et même quand ils sont résistants à la castration, ce récepteur d'androgène demeure actif, mais dérégulé par plusieurs mécanismes. Et quand on devient résistant à la castration, c'est là, comme j'ai dit, on va avoir la souffrance et le décès des patients. Et dès mon arrivée au CHUM, ma plus grande frustration en 1992, c'est que tout ce qu'on faisait, c'est donner des hormones et dire aux patients, mais vous avez le maximum, c'est tout. Et quand le cancer revenait, il n'y avait rien à faire que de la palliation, de la morphine, des soins palliatifs, et c'est tout. Et c'était vraiment un besoin de faire mieux que ce qui existait en 1992. Et c'est là où on a fondé une clinique spécialisée en cancer de la prostate. Et par la suite, beaucoup de gens ont passé par là et ils continuent à avoir une collaboration extraordinaire avec plusieurs médecins du CHUM qui participent activement à la recherche en cancer de la prostate avancée. Et l'équipe, naturellement, qui supporte tout ça sont les infirmières de recherche, les assistants de recherche et ma coordonnatrice Amal. Alors, cette clinique au centre d'oncologie permet de rassembler tous les partenaires pour optimiser les soins, permet de concentrer les patients de recherche et métastatique. Et avant chaque clinique, nous avons une réunion pour discuter les cas, même avant, pour avoir un plan d'action pour chaque patient qui est vu dans cette clinique-là. Et on a une gamme complète, on essaie d'avoir une gamme complète autant que possible. Et actuellement, il y a 30 protocoles de recherche en cours avec plus de 150 qui ont été faits depuis les 25 dernières années. Et on a une collaboration étroite avec plusieurs centres canadiens et internationaux. Est-ce que le modèle a fonctionné? Je pense que oui. Je pense que le CRCHUM a pu réellement aider à changer la pratique. Alors, le CHUM, CRCHUM, Université de Montréal, fait partie de toutes ces publications et beaucoup plus, naturellement. Mais toutes ces publications individuellement ont changé la pratique à l'échelle mondiale dans ce qu'on peut offrir aux patients avec cancer de la prostate au stade métastatique résistant à la castration. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 1996, la seule chose qu'on avait à offrir à un patient et qu'on a donné au CHUM, c'est la mitoxantrone, qui était une chimiothérapie qui aidait la qualité de vie et la douleur, mais ne changeait rien dans la survie des patients par rapport à ceux qui ne le recevaient pas. Et à ce moment-là, en 1996, les patients qui venaient me voir dans cet état de métastatique résistant à la castration avaient une survie médiane de 11 mois. Alors, c'était catastrophique, mais c'était aussi une opportunité. On pouvait faire beaucoup moins bien que ça, là. On pouvait juste s'améliorer. Et vous voyez que depuis 1996, surtout à partir de 2004, on commençait à avoir des options thérapeutiques pour les patients qui se trouvaient dans le stade mortel du cancer de la prostate. Et on est passé de 11 mois maintenant à plus que 3 ans de survie. Et on a beaucoup de patients qui vivent plus que 5 ans et même plus que 10 ans en ayant une approche systématique et parfois agressive en utilisant ces différents traitements. Comme je vous ai dit au début, les métastases osseuses sont l'endroit de prédilection pour les métastases dans le cancer de la prostate. Et malheureusement, ça donne beaucoup de problèmes. Les douleurs s'installent assez rapidement et peuvent devenir absolument atroces. Les patients sont à risque de fracture. Et ce qui est le plus grave, c'est que la colonne est l'endroit le plus fréquemment touché et les patients peuvent carrément avoir
une paralysie, une compression médulaire et se retrouver paraplégique. Et d'ailleurs, le cancer de la prostate, en termes de fin de vie, c'est le cancer avec le plus haut taux de compression médulaire avant de décider. Et il y avait vraiment une nécessité de trouver des traitements qui pouvaient aider. Et une de nos premières grandes contributions à l'échelle mondiale, c'est d'avoir aidé à diriger, et on était le centre principal et j'étais l'investigateur principal de l'utilisation de l'acide zolédronique pour prévenir et de réduire les complications osseuses que les patients vivaient. Et ça l'a réussi de façon assez extraordinaire et de retarder ces complications de façon très significative. Mais à notre grand étonnement, c'était la première étude qui montrait qu'on avait des survies plus longues chez les patients qui recevaient cette médication-là par rapport à ceux qui ont reçu le placebo. Et c'est la première fois qu'on voyait une séparation des courbes en termes de survie. Et on a réalisé qu'en visant l'os, qui est une source de remétastase elle-même, ça part de la prostate à l'os, elle peut se changer de caractère et causer d'autres métastases. Et c'est d'où l'importance de vraiment viser l'environnement osseux en cancer de la prostate. Après ça est arrivée la chimiothérapie. Je ne vous en parle pas, mais ça a beaucoup changé en termes d'aider à prolonger la survie, mais malheureusement, beaucoup de patients ne tolèrent pas la chimiothérapie. Alors, la prochaine grande avancée était dans le développement de nouvelles générations de traitements qui visent directement ou indirectement le récepteur d'androgène. On a un produit qui a été développé qui empêche la production d'androgène et on a un autre qui vise directement le récepteur d'androgène. Et le CHUM et le CRCHUM ont participé à ces études et ont été les co-leads de ces études qui ont tous été publiées dans New England, étant donné que chacun, que ce soit après chimiothérapie ou avant chimiothérapie, ont permis une prolongation significative de la survie des patients. Pour l'instant, on n'a aucun traitement en combinaison. Et la phase 1 d'une combinaison de viser à la fois la production d'androgène et le récepteur d'androgène a été faite au CHUM sous notre leadership et en collaboration avec plusieurs autres centres au monde, incluant le Royal Marsden et à Vancouver et d'autres centres au monde. Alors, la phase 1 vient d'être publiée et ça a été la base de la phase 3 que le CHUM est le leader et que je suis l'investigateur principal. Et les 1000 patients ont déjà été tous recrutés et on attend les résultats d'ici quelques mois parce que, heureusement, les patients ont vécu plus longtemps qu'on pensait. Alors, c'est une bonne affaire pour les patients qui étaient sur le bras de contrôle avec juste l'abiraterone, mais la combinaison, on espère, va ajouter quelque chose et ce serait la première fois qu'on a une combinaison pour le cancer de la prostate. Je parle aussi maintenant de cancer plus précoce que la résistance à la castration. Et la plus grosse partie des patients qui deviennent résistants à la castration sont ceux qui nous arrivent d'emblée métastatiques. Et malheureusement, malgré tous nos efforts, malgré tous nos efforts de dépistage, il y a encore beaucoup de patients qui nous arrivent métastatiques. Et ces patients-là, quand ils nous arrivent d'emblée métastatiques, vivent malheureusement autour de 3 ans, 3 à 4 ans. Et ce qu'on cherche, c'est de dire, OK, l'hormonothérapie est très efficace, mais si on intensifie le traitement, peut-être on va tuer encore plus les cellules qui sont potentiellement résistants à la castration et que les gens vont vivre plus longtemps en faisant un traitement plus intense. Est-ce que ça a fonctionné? La réponse est oui. Que ce soit la chimiothérapie ou que ce soit les hormonothérapies de nouvelle génération, tous les traitements efficaces aux patients résistants à la castration ont démontré une efficacité quand on commence plus tôt et l'amélioration de la survie était d'environ 35 %. Vraiment assez extraordinaire et on est passé d'une amélioration de survie de 3 à 5 mois
à des améliorations de survie qui dépassent 1 an ou 1 an et demi. Le dernier défi qu'on a, c'est quand les patients démontrent les premiers signes de résistance à la castration. Le patient a un PSA qui monte malgré la castration, mais n'ont pas encore de métastase. Les patients ont été frustrés, nous on était frustrés parce qu'on n'avait rien à faire tant qu'il n'y avait pas de métastase dans tous les traitements que je vous ai montrés. Alors, ce qu'on a fait, c'est établir des protocoles de recherche avec des inhibiteurs du récepteur d'androgène pour prévenir ou au moins retarder les métastases. Et les 3 médicaments qui visent le récepteur d'androgène, en plus de l'hormonothérapie de base, naturellement, ont permis de retarder les métastases d'environ 2 ans chez les patients à haut risque de devenir métastatiques. Et ça a dépassé toutes nos attentes. Et les 3 études ont été publiées dans New England. Et le CHUM a été co-lead sur 2 des 3 études publiées dans New England. Et l'amélioration de la survie globale vient tout juste d'être apportée il y a moins que 3 mois. Et maintenant, on sait qu'on ne fait pas juste retarder les métastases, mais on a carrément amélioré la survie globale des patients de façon assez spectaculaire comparativement à quand on les traite métastatiques avec résistance à la castration. Alors, si je vous résume, les succès en recherche jusqu'à 2010, on avait 2 seuls médicaments avant 2010, l'acide zoledronique et le docetaxel. Et maintenant, toutes ces études ont été des succès en cancer de la prostate et le CHUM a contribué et a été un rôle de leadership dans 12 des 19. Si vous me demandez pourquoi on n'était pas dans le 19, c'est parce que certains étaient faits juste en Angleterre, en Europe, et d'autres seulement aux États-Unis. Alors, ce n'est pas de notre faute, mais on a fait le plus qu'on pouvait et 12 des 19 ont la contribution du CHUM. Alors, il y a eu beaucoup de succès, mais il y a eu au moins 5 fois plus d'échecs. Alors, on a beaucoup de protocoles qu'on a participé, qu'on a même pris un leadership, qui ont échoué. Et ça, c'est juste une liste partielle. Et ça représente, cette diapo tout seul, environ 2,5 à 3 milliards de dollars dans cette diapo, plus plusieurs autres traitements. Et la raison qu'on a échoué, c'est qu'on n'a pas des bons moyens de prédire la réponse thérapeutique. Et là, il y a un effort québécois de développer des biomarqueurs, de développer des thérapies innovateurs, un octroi de 22 millions, dont 5 millions reviennent au CHUM pour nous aider de ce point de vue-là. Et on va vers une médecine de plus en plus personnalisée à l'aide de génomique. On en parle beaucoup, mais c'est une réalité dans beaucoup de cancers et c'est devenu une réalité en cancer de la prostate, où on essaie de prédire le meilleur traitement pour un patient basé sur son génomique. Et la réparation de l'ADN se trouve aussi en cancer de la prostate. Ça représente 10 à 15% des patients au stade avancé. Et on essaye aussi d'aller plus loin que les biopsies avec des biopsies liquidiennes, avec l'ADN circulante, d'essayer de déterminer les mutations qu'on pourrait viser. Et la nouvelle forme de protocole qu'on fait au Canada, c'est d'essayer d'aller par un profilage génomique pour décider le traitement. Et ça, c'est un proof of principle qu'on espère va amener de quoi à pousser les prochains protocoles de recherche. Alors, la première réalisation de viser des patients avec une anomalie qu'on ne trouve pas chez tout le monde, le BRCA1, BRCA2, ATM, a été testé en cancer de la prostate avec l'olaparib, où on a screené 4000 patients pour avoir les 400 éligibles pour le protocole et de rentrer dans le protocole. Et en faisant ça, on a pu améliorer la survie sans maladie de façon significative. Et ça, c'était une des publications que les gens parlaient de cette année avec olaparib pour retarder la progression de la maladie. Et la survie va sortir dans les prochains jours, encore dans une revue très prestigieuse
parce que c'est la première fois qu'on voit une amélioration de survie avec une population ciblée en cancer de la prostate. On veut encore faire mieux, on veut combiner des inhibiteurs de PARP et on pense qu'avec une combinaison de hormonothérapie de nouvelle génération plus inhibiteurs de PARP, on pourrait peut-être surmonter la nécessité d'avoir un défaut de réparation de l'ADN. Et la phase 2 qui était co-lidée entre nous et l'Angleterre a tout à fait démontré ça, que la réponse était aussi bonne si on combinait avec une hormonothérapie l'inhibiteur de PARP olaparib pour avoir autant d'avantages que ceux qui avaient le défaut de réparation de l'ADN. Et la phase 3 est déjà terminée en recrutement et on attend les résultats. Et encore ici, le CHUM est responsable de la direction de cette étude. Il y a encore beaucoup de travail qui se fait actuellement, qui va se faire. Alors, vous avez beaucoup de cibles. S'il y a des cibles qui vous intéressent, ça se peut qu'on a des protocoles et on pourrait essayer de travailler là-dessus ensemble. Et vous voyez ici la liste de plusieurs small molecule inhibitors qui sont en phase 1 jusqu'à phase 3 et on va voir où ça va nous amener. Je termine avec l'imagerie spécifique. Maintenant, on a une imagerie qui peut détecter les cellules cancéreuses, le PSMA, le Prostate Specific Membrane Antigen, pour mieux identifier plus précocement les métastases. Et vous voyez l'imagerie conventionnelle et l'imagerie au PSMA. Et on a un leadership là avec Daniel Junot et son équipe, où on peut voir plus précocement les métastases, peut-être intervenir plus précisément et plus tôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'en va vers une thérapie liée à l'imagerie. Alors, quand les patients captent au PSMA, on peut lier un traitement, ici c'est un exemple de lutécium, et on peut voir une régression des métastases de façon assez spectaculaire chez ces patients-là, et ça dirige vraiment vers les sites de métastases. Et l'actinium, un autre theranostique alpha-émetteur, le CHUM prend le leadership d'une phase 1 en cours. Et en effet, le premier homme au monde, le first in man, a été fait au CHUM. Et ça, c'est juste un exemple de... C'est sûr que c'est la minorité des patients qui ont des réponses spectaculaires comme ça, mais on voit une disparition complète d'une maladie métastatique qui a résisté à 9 autres traitements avant de recevoir cela. On travaille aussi sur des vaccins. Ottawa est leader là-dedans et on collabore au CHUM avec cet octroi de 5 millions pour développer un virus oncolytique basé sur beaucoup de données très intéressantes qu'on peut probablement viser le cancer de la prostate. Et ça, c'est des études en cours et la phase 1, on espère, va pouvoir commencer bientôt. Et il ne faut pas mettre de côté des choses naturelles qu'on peut faire. On a beaucoup d'indices que l'exercice peut aider dans la qualité de vie, mais on pense aussi pour la survie des patients avec cancer de la prostate. Et c'est tellement intriguant qu'on a maintenant un phase 3 en cours avec Movember qui a investi 12 millions. Et le CHUM est le leader de cette étude-là, avec l'Australie qui est le leader sur la partie exercice. L'étude est actuellement en cours dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, avant 2002, on avait juste l'hormonothérapie qu'on pouvait offrir aux patients avec des cancers avancés. Et maintenant, ça devient plus compliqué, mais je vois ça comme des opportunités pour les patients d'avoir plusieurs lignes de traitement qu'ils peuvent avoir et la recherche continue de façon extrêmement active, à la fois d'amener des médicaments plus tôt, de combiner et d'amener d'autres cibles comme l'immunothérapie que malheureusement, pour l'instant, n'a pas démontré des avantages en cancer de la prostate, mais on l'espère prochainement. Peut-être juste un peu cocasse. Hier, j'ai reçu ça. Je ne suis pas sur Twitter, mais il l'a envoyé sur mon email pour dire que, à cause que c'est le mois de la sensibilisation du cancer de la prostate, de dire que j'ai été reconnu comme un expert dans les 0,1%. Et je pense que c'est plus pour l'Université de Montréal. On se trouve 14e au monde en recherche pour le cancer de la prostate résistant à la castration. On dépasse MD Anderson et
et on est le premier centre au Canada en termes de contribution à la recherche et c'est basé sur les 4000 publications depuis 2010. Je ne sais pas trop comment ils font l'analyse et ils ont eu la conclusion qu'après Gustave Roussy, avec mon collègue et bon ami Karim Fizassi, on se trouve en deuxième rang et ça serait premier rang en Amérique du Nord. Alors, je pense que la raison qu'on a tous ces succès-là, c'est grâce aux subventionnaires, mais c'est grâce aux gens qui ont cru et qui continuent à croire et qui continuent à supporter, me supporter, mais supporter surtout les travaux qu'on fait en cancer de la prostate. Et ils sont tous listés ici. Et même le groupe de soutien extrêmement important parce que les patients nous aident à mieux comprendre ce qu'ils vivent. Et Claude Chiquan, qui est le cofondateur du groupe de soutien, continue à être très actif à aider les hommes atteints de cancer de la prostate à mieux comprendre leur maladie. Et j'aimerais remercier aussi les gens à la maison qui tolèrent tout ce que je fais avec ces travaux. Alors, merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de santé à travers les prochains mois du COVID. Merci beaucoup, Dr. Saad. Je suis certain que tout le monde applaudit très fort dans ces chaumières. Merci pour cette vraiment impressionnante présentation. Il y avait beaucoup de matériel comme il se doit avec tout le travail que vous avez fait au fil des années. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont des questions. Sinon, je peux démarrer avec une première question. Ah, il y en a une, je crois. De Chanel Lavoie, merci pour votre conférence. Que pensez-vous du médicament Xtandi enzalutamide dans le traitement d'un cancer de la prostate avec métastase osseuse? Oui, alors, c'est sûr que c'est un des médicaments les plus puissants qu'on a et qui a démontré une efficacité à travers la gamme. À date, c'est un des médicaments qui est le plus utilisé parce qu'on l'utilise pour les cancers de la prostate métastatiques, hormonosensibles, résistants à la castration et même pour prévenir les métastases. Alors, sa trajectoire a été assez extraordinaire depuis le tout début. Et c'est un des exemples de bien viser le récepteur d'androgène est extrêmement efficace. Alors, Xtandi ou enzalutamide, Xtandi, c'est le nom commercial. Ce sont des médicaments utilisés en clinique et qui continuent à faire beaucoup de recherches. Merci. Moi, j'avais une question un peu biaisée parce que je travaille en immunothérapie du cancer. Qu'est-ce que vous pensez qui fait la différence dans le cancer de la prostate en termes de la biologie de la prostate? Qu'est-ce qui pourrait expliquer que jusqu'à maintenant, l'immunothérapie n'a pas vraiment livré des bons résultats comparables à d'autres types de cancers, comme vous savez? J'aurais espéré que tu allais me répondre ça toi-même, Régent. Je ne suis pas l'expert. Mais quand on regarde le mutational burden, le cancer de la prostate se trouve très bas. Alors, oui, il y a des patients, et on peut doser le MSI pour savoir s'ils ont un burden métastatique élevé, et les quelques pourcents qui l'ont répondent extrêmement bien à l'immunothérapie. Et c'est ça notre défi, c'est de trouver qui va répondre ou trouver moyen de booster leur immunogénicité pour que ça réponde. Alors, actuellement, il y a des protocoles en cours en combinant avec d'autres médicaments l'immunothérapie pour essayer d'établir un environnement qui va faire que ça va fonctionner parce que je suis le premier à croire que ça devrait fonctionner. Mais je pense que les études qu'on a faites à date ont été un désastre. On a visé all-comer et quand c'est juste moins que 10% qui risquent d'avoir une réponse, mais ça devient étude après étude qui est négatif. La façon qu'on fait des études actuellement doit changer. On ne peut pas juste prendre tout le monde. L'hétérogénéité nous oblige de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a pour avoir des meilleures chances. Et l'inhibiteur de PARP que je vous ai montré était un exemple que si on avait donné ça aux 4000 patients qu'on avait screenés, ça aurait été un échec. Mais en se limitant aux gens qui avaient un profil nécessaire pour répondre, ça a été un énorme succès et 2 papiers dans le New England et un nouveau traitement qui vient d'être approuvé aux États-Unis et au Canada. OK. Ben, c'est matière à discussion autour d'un café à 2 mètres de distance, j'espère.
Docteur Gérardo Faber dit, je pense que nous sommes tous d'accord que Dr Saad fait rayonner le CHUM, l'Université de Montréal, à travers le monde. J'ai une question pour l'utilisation des inhibiteurs de PARP en combinaison avec l'abiraterone. Est-ce possible de trouver des biomarqueurs pour trouver une meilleure réponse? Absolument. Je pense qu'on a toute une partie de chacun des études. Ce qu'on ne faisait pas il y a 25 ans, qu'on fait maintenant, c'est qu'il y a toujours une partie translationnelle. Il y a toujours un comité, un sous-comité de toutes ces grandes études qui essayent justement d'essayer de trouver des biomarqueurs qui vont nous permettre. Alors, je vous encourage, s'il y a des gens qui ont des idées, moi, je suis prêt à les pousser avec les sponsors mondiaux, les globales, parce qu'on a besoin d'avoir des biomarqueurs pour nous aider. Et là, avec l'étude de 1000 patients qui est recrutée, c'est sûr qu'on a pris du sang de tous les patients et qu'on va essayer, et le tissu quand il est disponible, pour essayer de déterminer qui aurait plus de chance avec cette combinaison-là. Merci, Gerardo. André-Anne Grosset dit « Superbe présentation. Est-ce que votre évaluation du statut ERB dans le cancer de la prostate pourrait mener à des essais cliniques sur des thérapies ciblées déjà utilisées dans le cancer du sein dans un futur plus ou moins éloigné? » Je pense que, et je l'espère sincèrement, que tous mes étudiants, nos étudiants, parce que tout le monde m'aide à les superviser naturellement, vont amener à la base de justifier une étude clinique. Et ça revient un peu à la question de l'immunothérapie. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel, mais il va falloir cibler les bonnes personnes. Parce que si on cible at large, on risque d'avoir un autre gros échec. Alors, justement, en sachant comment cibler les patients, quel biomarqueur utiliser pour enrichir la population, je pense qu'on risque d'avoir des chances. Et là, la semaine prochaine, à l'ESMO, ils vont présenter sur un inhibiteur de PTEN, mais en ciblant les patients. Et ça va être une primeur aussi là, que je vous annonce, là, qui va être un late breaking. Alors, on commence à avoir des choses très intéressantes avec des ciblages assez spécifiques. Merci. Olga Gara demande la question. En premier lieu, elle dit bravo, Dr Saad. Et la question, et je souhaiterais poser la question aussi, to screen or not to screen? Les médecins de famille ont la consigne de ne pas mentionner le cancer de la prostate à leurs patients pour screening. APS fait seulement si le patient insiste en GMF. Vous en pensez quoi? Oui, ça, c'est tout un aspect que je ne pouvais pas toucher parce que c'est trop vaste comme problème. Il y a des controverses et je l'ai fait allusion brièvement au début qu'on a 24 000 hommes diagnostiqués, mais seulement 4 000 qui en meurent. On peut dire c'est quand même beaucoup, mais il y a beaucoup d'hommes qu'on ne devrait pas traiter et c'est ce qu'on fait. Alors, nous, on préconise de dépister et de se retenir du traitement chez un patient qui a un cancer à faible risque. Mais c'est vrai que la direction, c'est de ne pas faire de tort. Alors, les médecins de famille n'ont pas la consigne de dépister tout le monde, même si on a des preuves que ça réduit la mortalité. J'avais envie de poser la même question. Je vais continuer sur cette question-là parce que j'avais la même question. Une question, c'est avons-nous des méthodes de détection trop sensibles pour de la maladie qui n'est pas dommageable? Je ne sais pas si le dogme est toujours vrai ou qu'il y a des hommes qui vont décéder à des âges très avancés et on va découvrir qu'il y avait un cancer de la prostate, mais qui n'avait jamais été diagnostiqué. Donc, est-ce que ça reste encore vrai, cette dynamique-là? À quel point il faut être interventionniste? Non, c'est absolument vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont mourir avec leur cancer de la prostate et pas à cause de leur cancer de la prostate. Le problème, c'est que nos moyens ne sont pas trop sensibles. Un PSA qui est légèrement élevé peut avoir un cancer très agressif, mais c'est vrai que ça peut avoir un cancer qui est banal quand il est mieux de ne pas diagnostiquer. Alors, on essaie de développer des biomarqueurs, soit avec l'imagerie, soit avec des biomarqueurs qu'on travaille, pour essayer de savoir même avant le diagnostic si ça vaut la peine de biopsier. Mais le minimum qu'on a fait, et le Canada est leader là-dedans, c'est que quand on biopsie un patient, le pathologiste nous aide beaucoup à classifier le cancer. Et s'il est de faible grade, au Canada, plus que 80% des personnes ne sont pas traitées. Alors, on est capable de se retenir. On n'a pas cette inquiétude d'être poursuivi et on a fait les preuves. Maintenant, ça fait plus que 15 ans qu'on fait ça.
Alors, on préfère dépister, diagnostiquer, savoir l'animal qui est présent et après ça, aider à décider c'est quoi la meilleure approche. OK. Merci. Il y a une dernière question peut-être de Ali Filali. Excellente présentation. Avez-vous testé les marqueurs histochimiques, immunohistochimiques dans des modèles de prédiction multivariés? Oui, absolument. Alors, c'est dans presque tout ce que je vous ai montré, c'est en multivarié en utilisant les paramètres qui existent déjà. Alors, c'est sûr que tout biomarqueur en immunohistochimie qu'on veut utiliser doivent ajouter quelque chose à ce qu'on connaît déjà. Alors, c'est toujours combiné avec le grade de la tumeur, avec le niveau de PSA, avec le statut de marge si c'était extensif comme cancer. Alors, absolument, c'est en multivarié et toutes les publications à date et toutes les futures, c'est sûr qu'on ne peut pas publier maintenant en seulement univarié. OK. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. J'aurais peut-être une dernière question que j'aimerais vous poser. Avez-vous validé la précision et l'efficacité de prédiction des réponses au traitement dans les systèmes de microfluidiques? Jusqu'à quel point ça prédit vraiment de façon précise avec le recul maintenant depuis quelques années de Oui. travailler sur ce genre de projet-là? Oui. Alors, c'est vraiment embryonnaire en prostate. C'est ce qu'on aimerait être capable. Notre plus gros défi en prostate, c'est que quand il arrive avec des métastases, c'est au niveau des os, ça se limite beaucoup. Alors, je pense que de plus en plus en ovaire, ils sont en train de le démontrer. Les autres ont du tissu à revendre. Alors, je pense qu'ils sont capables le proof of principle, je pense qu'il s'en vient très bien dans les modèles où il peut avoir du tissu plus facilement que nous. Mais pour l'instant, c'est encore embryonnaire, mais la plateforme, l'expertise, la qualité, au moins dans le modèle animal, semble être très bon. Alors là, c'est de l'amener à l'humain et de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour confirmer les trouvailles qu'on a à date. Bon, parfait. Bien, merci beaucoup. Je ne crois pas qu'il y a d'autres questions. Alors, je suis certain que je peux me joindre à tout le monde pour vous remercier pour cette vraiment superbe présentation. Ça a été très apprécié. Puis, bien, au plaisir de se revoir dans un avenir plus ou moins rapproché. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une autre présentation vendredi midi. Au revoir. Merci beaucoup.